Bienvenue et suivez-moi. Je possède l'Oppo Find X9 Ultra et aujourd'hui, je vais vous présenter le déballage ainsi qu'un aperçu rapide de l'appareil, de ses spécifications, de sa qualité de fabrication et de ses fonctionnalités. Je vais simplement vous faire part de mes réflexions et opinions générales, une sorte de première impression au fur et à mesure que je découvre tout cela. Très bien, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Maintenant, si nous regardons attentivement, nous pouvons voir qu'il y a deux languettes de retrait adhésives qu'il va falloir tirer délicatement depuis la partie arrière de ce composant. Prenez votre temps pour effectuer ce geste avec précision. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait faire, c'est parfait pour la suite des opérations. Nous avons donc utilisé un câble de type C pour la recharge. Obtenez le guide de démarrage rapide. Quel que soit le guide de sécurité, quel est le numéro de téléphone, et un danger mettant ma vie en danger. Et nous obtenons le type C pour saisir un petit journal. Cool. Maintenant, une chose qu'il a remarqué et qui manquait probablement, c'est un étui pour l'appareil, beaucoup plus considéré comme un peu un... Typiquement, je ne vais pas vraiment me plaindre, mais bon, vu le prix de cet appareil, je m'attendais à ce que cette fonctionnalité soit présente. Fabriqué, je ne sais pas, en plaqué or à ce stade, mais bon sang, sérieusement. Voilà. On y va maintenant. Côté design, je trouve ça plutôt sympa. Ça a l'air plutôt joli, au moins à l'arrière, et l'avant, c'est juste une dalle de verre classique. Bon, alors, on l'allume. Dans un instant, on va découvrir l'écran. Donc l'écran ici fait 6,8 pouces avec une résolution de 1440, ou plus précisément 1440 par 3168 pixels. Écran LTPO AMOLED, 1 milliard de couleurs, taux de rafraîchissement de 144 Hz avec certification Dolby Vision HDR10 plus également, et une luminosité maximale de 3600 nits. Et je suppose qu'il s'agit d'une vraie luminosité de 3500 nits, contrairement à certaines autres marques qui vont maintenant vous dire qu'elles atteignent 6000 nits. Quand un des pixels est poussé à son maximum pendant une seconde ou quelque chose comme ça, c'est probablement un peu plus réaliste. Donc, environ 3500 nits. Maintenant. À part ça, laissez-moi passer rapidement à la configuration parce qu'on va ajouter un réseau Wi-Fi, car il s'agit apparemment d'un processus de configuration. Cela ne me permet pas de configurer l'appareil comme je le souhaite, car, Dieu m'en préserve, j'aurai le contrôle de mon propre appareil. Droite. En saisissant le mot de passe, parlons du retour haptique. L'ambiance est géniale et très agréable. Allons, la connexion au réseau ne devrait pas prendre une demi-heure. Apparemment, j'ai mal saisi ce mot. Oh oui, je l'ai fait. Voilà. Je peux enfin terminer la configuration. C'est exactement comme je voulais le configurer. Je voulais vraiment perdre mon temps et me connecter au réseau. Bien sûr. Alors, espérons pouvoir enfin terminer tout ça. En fait, il y a encore 2 ou 3 choses dont je veux parler pendant que ça s'installe. Nous avons donc un ratio écran-corps de 90%, avec des bordures très fines et parfaitement symétriques tout autour. C'est appréciable. Et une densité de pixels impressionnante de 510 pixels par pouce grâce à cette belle résolution protégée par un Gorilla Glass Victus 2 sur les coins. En plus de ça, l'appareil est également équipé d'un protège-écran pré-appliqué que l'on peut voir ici avec un petit cercle autour de la caméra. C'est le protège-écran en plastique. C'est du plastique, mais c'est toujours mieux que rien. Et c'est à peu près tout pour l'écran. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parlais à l'instant, concernant l'écran, c'est un très bon écran. Il a tout ce que l'on attend, d'excellente résolution, un excellent type d'écran, puisqu'il s'agit d'un AMOLED.
Le taux de rafraîchissement est fantastique, les certifications sont excellentes, la luminosité est incroyable et le ratio écran-corps aussi, d'ailleurs. Ce n'est pas vraiment un écran, c'est juste la proportion d'écran à l'avant par rapport aux véritables bordures. Mais dans tous les cas, c'est clairement l'une des meilleures qualités que vous puissiez avoir à l'avant ici. Passons maintenant à l'arrière où se trouvent nos caméras. Nous avons donc une configuration quadruple caméra ici et wow, c'est vraiment du sérieux. Oh, incroyable! On a un capteur de 200 mégapixels, ouverture f1,5, objectif grand angle de 23 mm avec stabilisation optique de l'image. 200 mégapixels, c'en est un autre. UH, ouverture f 2.2, téléobjectif périscopique de 70 mm, 50 mégapixels f 3.5, téléobjectif périscopique de 230 mm. Donc ça c'est le deuxième. Juste à 50 au lieu de 200 et un autre capteur de 50 mégapixels f 2.0, ultra grand angle de 14 mm. Wow, ça c'est vraiment une configuration de caméra impressionnante. C'est comme le boss final des appareils photo de téléphone. Maintenant, un autre point fort ici, c'est qu'on a un petit bouton pour l'appareil photo, un peu comme sur les iPhones. Voyons donc ce que ça donne quand on utilise l'appareil photo. Oui, autorisé. Tu pourrais juste arrêter et me laisser utiliser ce foutu appareil photo? Voilà, c'est bon. Donc c'est aussi une surface tactile. Je suis en train de tester parce que certains téléphones ont effectivement quelque chose de similaire. Mais ce n'est qu'un bouton. Nous avons ici. Il semblerait donc qu'il n'y ait pas de, disons, une presse à deux phases. Oui, dès que j'ai le moment où il s'active et le moment où il déclenche, prend la photo. Donc il n'y a pas de demi-pression pour vous. Je ne sais pas, peut-être essayer de faire la mise au point avec la caméra. C'est donc un peu dommage à ce niveau-là, mais c'est plutôt un aspect logiciel, cela pourrait potentiellement être modifié. C'est sensible à la pression, donc il sait à quel point vous appuyez dessus. Et c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être ajouté, ou peut-être que c'est dans les paramètres. Je ne l'ai pas encore testé suffisamment pour vraiment savoir, donc assez rapidement, je suis juste un peu curieux. Si je commence par exemple à zoomer au maximum, oh wow, c'est carrément un macro. C'est quoi ce délire? En plus, la stabilisation ici est plutôt bonne, donc vous pouvez voir que quand je le pointe dessus, ça ne bouge pas vraiment, à moins que c'est un peu bizarre. Vous pouvez voir la petite ligne parfois qui bug un peu ici, comme si elle tremblait. Évidemment, il y a beaucoup d'IA qui intervient. Je veux dire, c'est littéralement même indiqué sur la boîte. Tu sais, tu as probablement eu un haut le cœur en voyant téléphone Oppo IA. Donc oui, mais c'est à prévoir. Voilà. Aujourd'hui, littéralement tous les téléphones utilisent l'IA pour améliorer des photos comme ça. Là, je vois clairement que c'est complètement faux. Je dis juste les choses comme elles sont. Pour un téléphone à ce prix, il y a certaines choses pour lesquelles, je suppose, il n'a pas assez de données. Pour une raison quelconque, ça bug. C'est peut-être mon rythme cardiaque, mais tu peux quand même... Attends, laisse-moi vraiment prendre une photo et regarder ça. Bon, d'accord, j'accepte, ok, fiche-moi la paix. Donc oui, on voit clairement que c'est de l'IA. C'est beaucoup trop lisse. On peut clairement le voir dans ces zones-là. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe ici qui ne devrait pas arriver. Et en fait, voyons voir, il nous faudrait une macro ici. Je veux donc voir à quel point je peux m'en approcher. Je vais juste faire entrer la lumière pour que je puisse mieux voir. C'est un peu bizarre. Tu peux t'en tenir à ça? Oh, d'accord, donc des changements.
Voilà, c'est fait. Nous avons maintenant le même type de comparaison, alors permettez-moi de zoomer. Voici à quoi cela ressemble normalement, à quoi ressemble réellement la surface, donc elle est bosselée. La substance blanche que vous voyez ici est en fait simplement la lumière qui se reflète sur la surface irrégulière. Maintenant, comparons-la à celle-ci. Est-ce que ça ressemble ne serait-ce qu'un peu à la même chose? Il n'y a littéralement aucune qualité là-dedans, c'est lisse. Encore une fois, en regardant ceci, vous pouvez voir la surface bosselée juste ici. Ici, vous ne voyez rien de tout cela. Donc oui, la quantité de conneries d'IA qui se passe ici, à mon avis, cela enlève à la véritable capacité de la caméra elle-même. Dès que vous dépassez un certain niveau de zoom, c'est fini, genre, oh, balançons de l'IA dessus. Évidemment, ça résout tous les problèmes, comme le fait que vous soyez probablement au chômage à ce stade. Bref, donc la caméra ici, sur le papier, elles sont carrément fantastiques. Mais côté logiciel, je déteste vraiment quand on a un téléphone avec un excellent matériel et qu'on vient tout gâcher dessus. Juste pour ajouter de l'IA afin que les investisseurs puissent se faire plaisir parce que, oh oui, il y a de l'IA, c'est mon truc, ouais, on va battre des records de profit, espérons-le. Donc je méprise sincèrement cette merde. Mais ce n'est peut-être que mon avis personnel. Mais pour être honnête, si on se fie à la perception du public, beaucoup de gens détestent l'IA et seuls les YouTubers qui ont intérêt à vous dire que c'est génial vous le diront. Laissez-moi vite réparer ma caméra parce qu'apparemment rien ne fonctionne correctement ici et mon écran vient de s'éteindre tout seul. Bon, maintenant, j'espère que tout fonctionne toujours correctement. Il y a un décalage, donc quand je vais pointer du doigt, je vais probablement dire maintenant. Et voilà, il y avait un petit délai, mais j'espère que ça ne va pas encore casser la vidéo. Super ambiance ici de toute façon. Continuons. Donc probablement, comme vous pouvez déjà le deviner, j'aborde ça comme une personne normale, typique. Je n'aborde pas ça comme oh oui, je suis un testeur YouTube qui a reçu ce téléphone gratuitement d'une entreprise et je dois être gentil avec parce que Oppa ne m'enverra pas le prochain téléphone sinon. Je m'en fiche complètement de ça. Donc je vais dire absolument tout ce que je pense. Et l'une des choses qui me viennent à l'esprit concernant cet appareil, c'est le prix exorbitant. Cet appareil coûte plus de 2000 $, taxes comprises. C'est absolument délirant comme prix pour un téléphone. Et je critiquais justement à ce moment-là le téléphone Xiaomi L8 qui coûtait un peu cher. En fait même beaucoup plus que ça si on y réfléchit bien. Mais qu'est-ce qu'on nous propose ici pour 2000 $? Juste des appareils photo? C'est complètement idiot parce qu'on est en train de perdre le fil avec cette histoire de téléphone et d'appareils photo. Les entreprises essaient sans cesse de vous offrir de meilleurs appareils photo, alors elles en ajoutent toujours plus. Et les téléphones deviennent de plus en plus épais. Comme ça, je peux littéralement tenir le téléphone par ici. Donc, vous avez un super téléphone. Je ne vais pas lui enlever ça. C'est un appareil fantastique en termes de spécifications. Et vous avez des appareils photo maintenant, mais ils ne sont pas si exceptionnels quand on les compare à de vrais appareils dédiés, comme par exemple les appareils photo hybrides. Et le prix de cet appareil ici est tellement élevé que vous pouvez commencer à regarder du côté des appareils photo hybrides et les considérer comme une alternative valable, afin d'avoir un téléphone qui prend toujours de superbes photos et un véritable appareil photo hybride dédié. Et juste pour le préciser, vous pouvez obtenir quelque chose comme, par exemple, enfin si on regarde déjà les téléphones chinois, autant regarder l'un des meilleurs en termes de rapport qualité-prix, ce serait lequel déjà? F8 Ultra, je crois. D'accord, donc vous avez Xiaomi Poco F8 Ultra. Il partage le même processeur et d'autres atouts techniques. Avec 3 capteurs de 50 mégapixels, il supporte la 8K30 ainsi que la 4K60 et 4K80. Et devinez quoi? Cela coûte 800 $. Et en plus de ça, vous pourriez par exemple vous offrir un appareil comme le Sony ZV-E 10 Mark II pour 1000 $ de plus. Et devinez quoi, il vous reste encore 200 $ parce que ça coûte 2000 $. On vient juste de dépenser 1800 $.
Donc vous pouvez peut-être prendre ces 200 dollars supplémentaires et vous offrir un deuxième objectif pour votre appareil photo hybride. C'est juste une idée. Donc, comme je l'ai dit, je pense qu'on a un peu perdu le sens des téléphones. On finit par dépenser des sommes absurdes pour un appareil qui ne fait pas le travail aussi bien que de vrais appareils photo. Et pour vous donner un peu de contexte, je crois que Vivo était l'une des entreprises qui faisait la promotion de son Vivo X300 Pro, je crois, avec des photos censées être prises avec le Vivo, alors qu'en réalité, elles avaient été prises avec un appareil photo hybride. Donc oui, super. Vous essayez, soi-disant, de vendre un téléphone fantastique pour la photo avec un module caméra incroyable, mais vous prenez quand même les photos avec un appareil photo hybride. Pour quelle raison? Ça me donne un peu la même impression, même s'ils ont décidé d'ajouter un peu plus de matériel photo. Mais ça ne résout toujours pas le problème. Les téléphones utilisent aujourd'hui trop d'IA. Et franchement, je trouve ça un peu malsain. Donc, si je devais choisir un téléphone ou chercher un appareil en général et que je m'intéresse à la photographie, je dépenserais moins d'argent dans un téléphone et plus dans un véritable appareil photo plutôt que d'acheter un photophone avec un Android pourri et d'autres trucs, ainsi que des réglages pour la caméra. Pour des usages liés à l'IA et ce genre de choses, je chercherai volontairement quelque chose qui n'utilise pas d'IA pour que tout ce que je capture sur cette photo soit bien de moi et non réimaginé par une intelligence artificielle. Mais bon, ça se peut que ça ne te dérange pas. Et pour une photo prise sur le vif, ça fera l'affaire. Ça fera même plutôt bien l'affaire. Mais si tu veux vraiment avoir le contrôle sur ce que tu prends, comment tu le prends et à quoi ça ressemble, et que tu ne veux pas que ce soit modifié à ton insu, alors regarde du côté des appareils photo hybrides. Dans tous les cas, passons maintenant à l'intérieur de l'appareil. Donc, l'appareil est équipé d'une batterie de 7050 mAh, d'une charge filaire de 100 watts et d'une charge sans fil de 50 watts, ce qui est vraiment très bon. Je tiens quand même à préciser que cet appareil est un peu plus épais, comme vous pouvez clairement le voir. Donc une batterie de 7000 mAh et ça semble fantastique. Mais pour un téléphone de cette taille, je m'attendais en fait à ce qu'elle soit un peu plus grande, car il existe des téléphones qui ont une batterie plus grosse que celle-ci. Je pense que l'un d'eux est en fait le ZTE, si je me souviens bien. Alors, vérifions rapidement tout ça. Voyons donc ce que propose le Red Magic. Regardons celui-ci d'un peu plus près, peut-être. Ou alors, attends, jetons plutôt un œil au modèle Z70 qui arrive. Voyons les deux. Donc, OK, 7050, même chose, 660 et d'accord. Donc, en fait, cela semble être l'une des plus grosses batteries du marché. Donc, 7050 semble être à peu près la limite qu'ils atteignent. Je suis presque sûr qu'il y en avait une plus grande, mais bon, c'est quand même assez proche, donc je ne vais pas insister là-dessus. Donc, plus de 7000 mAh et je pense que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est le meilleur type de Snapdragon que tu puisses avoir dans l'appareil, donc c'est plutôt bien. Et on a 12 Go de RAM sur la version la moins chère, au fait, à moins qu'il n'y en ait une plus chère. Donc, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Maintenant, à un prix de 2000 $, c'est complètement n'importe quoi. Va te faire voir. Il n'y a aucune raison pour que ce téléphone soit livré avec 256 à ce niveau de prix. Il devrait automatiquement commencer à un demi-téraoctet. Donc, à mon avis, c'est déjà un peu inacceptable. Et si on compare, le prix de ce téléphone est en fait plus élevé que celui des Samsung Galaxy Fold, qui coûtent environ 1800. Et ces téléphones sont livrés avec 16 Go de RAM, si je me souviens bien, et assurément un demi-téraoctet de stockage. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi y a-t-il moins de stockage? Le prix était-il trop bas? Mais dans d'autres cas, on peut le configurer jusqu'à un téraoctet de stockage et 16 gigaoctets de RAM. Toutes les options utilisent le type de stockage UFS 4.1. Je pense que la meilleure version est la 4.2, donc il n'utilise même pas la plus récente, ce qui est aussi un peu décevant vu le prix. Donc oui, et n'oubliez pas que pour un téraoctet, 16 gigaoctets de RAM, cela coûtera probablement plus de 2000 $.
Alors, ouais, waouh, quel monde formidable dans lequel on vit. Bref, passons à la qualité de fabrication. Évidemment, façade en verre Gorilla G Victus 2, cadre en aluminium et dos en verre, ou en polymère de silicone, ce qui correspondrait au cuir écologique que j'ai juste ici. Donc, en gros, sac plastique ou verre. Celui-ci est donc plus plastique, il imite le cuir ici, mais vous pouvez l'avoir avec une finition en verre. Et je dois dire que j'aime vraiment l'apparence de celui-ci. L'arrière est vraiment très réussi. C'est un design très frais, joli, minimaliste, tout en ayant un aspect un peu sophistiqué. Donc clairement, celui-là me plaît vraiment. J'aurais même encore plus apprécié si le téléphone à 2000 $ était livré avec une foutue coque. Mais apparemment, c'était un peu trop demandé. À part ça, sur le cadre ici, en aluminium, on a notre petit curseur sensible à la pression pour les caméras. Vous avez le bouton d'alimentation, les boutons de volume, le capteur d'empreinte sous l'écran. Nous avons d'autres antennes juste ici. Nous utilisons un microphone pour la réduction du bruit. On obtient un autre bouton, que je suppose destiné à une IA de piètre qualité. Clé à ressort. Bien sûr compris. Voyons. Connectez-vous à Mindspace. C'est quoi ce bordel? Ah, donc ça fonctionne exactement de la même manière que sur les iPhones? D'accord. Bref, d'autres antennes ici sur les côtés et en bas. Nous avons notre tiroir SIM, qui est évidemment juste un tiroir SIM. Il n'y a pas de support pour carte SD ici. Et il suffit de le retirer, voilà. Comme vous pouvez le voir, nous avons SIM et SIM, prise en charge de la double carte SIM. Nous avons plus de microphones, plus d'antennes, des ports de charge, des haut-parleurs, et c'est à peu près tout. Et enfin, un dernier point dont je veux parler concernant la qualité de fabrication, c'est la certification. Nous avons donc l'IP68, l'IP69, étanche à la poussière, résistant à l'eau, jet d'eau à haute pression, certifié pour une immersion jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes, ce qui est ce à quoi on peut s'attendre dans cette gamme de prix. En fait, c'est ce à quoi on pourrait s'attendre pour un téléphone à la moitié du prix de celui-ci. Donc, au final, pour revenir à ça, c'est un appareil ridiculement cher. Soyons honnêtes, c'est outrageusement cher. Dans un monde où les gens peinent à trouver un emploi et où tout, même le simple fait de vivre, devient de plus en plus cher, acheter un téléphone qui est censé simplement accomplir les tâches normales que tous les autres appareils font, pour plus du double du prix, c'est absolument insensé. Essayer de faire payer aux gens le double pour un téléphone, c'est fou. Donc honnêtement, je n'imagine pas que cet appareil se vende très bien. Mais je pourrais être complètement à côté de la plaque. Qui sait, je me trompe peut-être totalement. Mais comme je l'ai dit, pour les personnes qui cherchent un appareil pour prendre de superbes photos, je pense que un appareil photo classique sera une bien meilleure option et en plus un téléphone qui a des spécifications très similaires en termes, par exemple, d'écran, de performance et ainsi de suite. Vitesse de charge, autonomie de la batterie et ce genre de choses, et qui a juste un appareil photo un peu moins bon. Comme je le disais, le Poco est un excellent exemple ici. C'est un téléphone fantastique en soi. Proposé à un prix bien inférieur à celui-ci, vraiment beaucoup moins cher. Et il reste vraiment très performant. Les appareils photo de ce téléphone ne sont pas à prendre à la légère et tout le reste non plus. Il a toujours ce processeur Elite Gen 5, une charge à 100 watts, 50 watts en sans fil, de 12 à 16 gigaoctets de RAM, de 256 à 1,5 teraoctets de stockage, UFS 4.1. Donc il reprend beaucoup des mêmes spécifications que cet appareil, et il réduit simplement la folie au niveau des appareils photo. Et ensuite, vous pouvez, vous savez, consacrer l'argent économisé à un véritable appareil photo auquel vous pourrez plus tard ajouter différents objectifs, l'améliorer encore davantage et lui donner plus de polyvalence. Tout en vous débarrassant complètement de l'IA, de l'upscaling et de toutes ces choses qui sont faites aujourd'hui sur les images des téléphones. Eh bien, si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser ce téléphone que vous avez. Peut-être qu'il fait des photos ou a des appareils photo moins bons, mais il est quand même sacrément bon et il utilise aussi l'IA.
Donc, il va quand même faire la même chose. Si vous voulez, vous savez, prendre une petite photo rapidement, il suffit de sortir votre téléphone, de prendre la photo, et c'est bon. Et honnêtement, côte à côte, je suis presque sûr que lorsque vous regarderez la photo, vous ne serez probablement pas capable de voir beaucoup de différences. À ce stade, c'est généralement plus une question de préférence. Et oui, c'est de là que je viens. Maintenant, pour certains, ça peut sembler être une opinion complètement stupide, mais c'est juste ce que je ressens à ce sujet. Les appareils, surtout à ce prix-là. Ce téléphone à 2000 $ n'est même pas livré avec un chargeur dans la boîte, ni avec une coque. Il n'y a pas assez ici pour justifier ce prix, et même si on vous donne un appareil photo moronique, dans le bon sens du terme, cela ne résout toujours pas le problème que les téléphones font de l'upscaling IA, ce qui enlève de la qualité. Et pour une raison quelconque, cela casse tout simplement l'idée d'un tel téléphone. Donc voilà, c'est mon avis un peu fou sur cet appareil, et si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.